Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat, chroniques et reportages pour donner du sens à l'actualité et aux crises que nous traversons. Et justement, c'est une crise existentielle qui déstabilise l'Europe face à une administration Trump qui flirte avec Poutine et nous donne des leçons de démocratie. Serons-nous capables de prendre notre défense en main? Emmanuel Macron reçoit en urgence une dizaine de chefs d'État, de gouvernements et d'institutions européennes. Mais peut-on sortir de la dépendance aux armes américaines? Comment faire la paix en Ukraine sans tout céder au dictateur russe? De quel levier dispose encore Volodymyr Zelensky pour défendre son pays? On répond à toutes ces questions dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, c'est un autre objectif du président américain que nous allons explorer, la planète Mars. Nous poursuivrons notre destinée manifeste jusqu'aux étoiles en lançant les astronautes américains pour planter la bannière étoilée sur la planète Mars. Donald Trump et Elon Musk ambitionnent d'envoyer un humain sur la planète rouge avant 2040. Rêve accessible ou coûteuse illusion, les obstacles sont nombreux et d'une rare complexité. Mais vous verrez que les Européens et les Chinois ambitionnent également, veulent aussi planter leur drapeau sur Mars. En attendant, c'est bien sur Terre que le président US rebat les cartes en oubliant l'histoire et les valeurs d'une alliance atlantique vieille de 8 décennies, Redam Rabbit. Quelle solution, quel médiateur, quelle paix? Autant de questions laissées sans réponse à l'issue de la conférence sur la sécurité à Munich. Pourtant, des échanges ont eu lieu, notamment entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le vice-président américain J.D. Vance, rassurant après cet entretien. L'objectif est, comme l'a souligné le président Trump, de mettre fin à la guerre, de cesser les tueries, mais aussi d'instaurer une paix durable et non pas une paix qui plongera l'Europe de l'Est dans un conflit dans quelques années. Mais quelques heures plus tard, le discours du vice-président américain évolue. Nous pensons qu'il est important, dans le cadre d'une alliance commune, que les Européens renforcent leur défense pendant que l'Amérique se concentre sur les régions du monde qui sont en grand danger. En toile de fond, la récente demande de Donald Trump qui souhaite l'obtention de contrats d'exploitation des terres rares ukrainiennes en échange d'une aide militaire, mais aussi la rumeur de pourparlers russo-américains qui n'enchantent pas le président ukrainien. L'Ukraine ne participera pas. L'Ukraine ne savait rien. L'Ukraine considère une négociation sur l'Ukraine, sans l'Ukraine, comme étant dépourvue de résultats. Nous ne pouvons reconnaître aucune chose, ni aucun accord nous concernant sans nous. Et nous ne reconnaîtrons pas de tels accords. Face à l'hostilité américaine, l'Europe, elle, veut montrer un autre visage. En témoigne cette réunion organisée ce soir par Emmanuel Macron avec les principaux chefs d'État du continent. Objectif, faire plus et mieux à l'aube du 3e anniversaire de cette guerre. Et l'Europe a-t-elle les moyens de répondre à Donald Trump? On en débat avec Hélène Conway-Mouret. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénatrice PS des Français établis hors de France et vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Patrick Dutartre, bonsoir. Bienvenue bonsoir, à vous Thomas. aussi, général de l'armée de l'air et de l'espace, ancien pilote de chasse. François Baudonnet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes rédacteur en chef de la rédaction européenne à France Télévisions. Et Mathieu Croissando. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Éditorialiste politique. Cette réunion d'urgence à l'Élysée, Hélène Conway-Mouret, comment vous l'analysez? Est-ce que c'est, allez, je vais être un peu optimiste, le premier acte d'une vraie défense européenne? Il faudrait l'espérer, parce que nous n'avons pas le temps. Nous sommes rentrés dans l'ère Trump, avec le tempo Trump, c'est-à-dire on dit et on fait dans la foulée. Hein. Donc, et c'est ce que les Américains attendent de nous, c'est ce qu'ils nous ont dit à Munich très distinctement, je crois. Et il faut qu'enfin nous entendions ce qu'ils disent. L'année dernière, Hillary Clinton a dit « Si Donald Trump est élu, sachez qu'il fera ce qu'il dit ». Et qu'il il means what he says, c'est-à-dire qu'il pense ce qu'il dit. Voilà, il pense ce qu'il dit. Oui, c'est pas des paroles en l'air, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, je crois que pendant très longtemps, nous n'avons pas forcément voulu entendre ce que les Américains nous disaient depuis 20 ans, renforcer votre défense, le partage du fardeau, enfin tout ça. On ne l'a pas entendu, parce qu'on s'est dit que de toute façon, ils étaient là, ils allaient continuer à être là. Et d'un seul coup, le style a changé d'une façon absolument radicale. Oui. Et je crois que maintenant, il est temps, en effet, de mettre
mettre les moyens. Et cette rencontre est la première, je crois, et moi j'attends impatiemment qu'il y ait un communiqué, que quelque chose en sorte, même si ce n'est pas les 27 qui sont réunis, mais qu'on ait une impulsion, qui soit donnée, une impulsion politique. Il était temps, Patrick Duthardt, parce qu'on peut se dire que, alors certes, on pouvait espérer que Donald Trump ne soit pas élu, mais ça fait 3 ans qu'il y a cette guerre à nos portes. Oui, mais de toute manière, finalement, ce qui se passe à Munich a surpris. C'est surtout sur la forme, en fait. Oui. Mais sur le fond, en fait, il n'y a pas beaucoup de surprises. C'était annoncé depuis longtemps. Moi, je pense qu'effectivement, il est temps que l'Europe se prenne en main. 450 millions d'habitants et des gens intelligents, brillants, cultivés, qui font des choses remarquables. Je prends juste un exemple parce qu'on l'oublie un peu. On est au top du top dans l'aéronautique civile. Et pas loin en aéronautique militaire. On est les premiers. Je veux dire, oui, mais encore faut-il que les États européens achètent des armes européennes. Alors voilà. Alors ça effectivement, ça c'est un vrai enjeu. Il faut buy Europe. Ça c'est absolument indispensable. Mais effectivement, et puis autour du président Macron en ce moment à l'Élysée, vous avez 1 million de soldats. Les 8 pays qui sont là, potentiels, mais c'est 1 million de soldats d'actifs. Oui. Donc il ne faut pas rougir de ce que l'on est. Ce qui nous manque, c'est évidemment une profondeur, quelque part, de stock de munitions. Ça, c'est indéniable. Mais on a quand même des forces remarquables. Et ces forces remarquables, elles vont être au service de la défense européenne. Si possible dans l'OTAN, mais le cas échéant hors OTAN. Et puis de toute manière, aux côtés des Ukrainiens, on n'a pas le choix parce que pour moi, l'Ukraine aujourd'hui, c'est notre bouclier. Le bouclier de l'Ukraine, mais le bouclier de l'Europe et le bouclier de l'OTAN. Alors, et dans ce million de soldats, il y a notamment les Britanniques. L'Angleterre ne fait plus partie de l'UE, évidemment, mais Keir Starmer, le Premier ministre britannique, est lui aussi convié à l'Élysée. Et c'est l'un de ceux qui a peut-être le discours, en tout cas l'un des discours les plus forts sur la sécurité de notre continent qui est en jeu. Il ne s'agit pas seulement de la ligne de front en Ukraine, c'est la ligne de front européenne et du Royaume-Uni. Il s'agit de notre sécurité nationale et je pense que nous devons faire plus. Nous devons intensifier notre réponse collective en Europe. Et par là, j'entends capacité, j'entends jouer pleinement notre rôle lorsqu'il s'agit de défendre la souveraineté de l'Ukraine s'il y a un accord de paix. Et bien sûr, en ce qui concerne le financement et la formation militaire. Donc sur tous les fronts, je veux que le Royaume-Uni et tous les alliés européens intensifient leurs efforts et que le Royaume-Uni joue un rôle de premier plan à cet égard. François Bonhonet, est-ce que vous, je disais dans les titres, crise existentielle, est-ce que vous employez ces mots-là, vous aussi? Oui, moi je pense vraiment que l'Europe est face à une crise existentielle et je pense que chez les dirigeants européens, il y a même un sentiment de panique, en fait, qui les prend. Sentiment de panique, moi, qui me fait penser au sentiment de panique qu'il y avait eu il y a quasiment 3 ans, jour pour jour, lorsque les premiers chars russes sont entrés en Ukraine. Là, entre-temps, il s'est passé 3 ans. Il y a des milliers, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de morts. Et les Européens ont un peu le sentiment qu'ils sont totalement mis de côté. Alors, en fait, cette réunion qui se tient actuellement à l'Élysée, je crois qu'elle avait trois objectifs. D'abord, un objectif sur l'Ukraine, c'est-à-dire d'essayer de rentrer dans les négociations directes entre Donald Trump et Vladimir Poutine. J'y crois pas. Je pense que les choses sont faites. Enfin, on en reparlera, mais je pense que c'est fait. Ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est des garanties de sécurité. L'Europe devra apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine. Là, je pense qu'on est crédible. Et d'ailleurs, c'est ce que les États-Unis souhaitent que nous fassions. Et ils n'ont pas envie de le faire. Et puis, la troisième chose, c'était effectivement la question que vous posiez tout à l'heure, Thomas, c'est-à-dire sur la défense européenne. Est-ce qu'on va enfin avoir une défense européenne ? On en est quand même loin, il faut le dire. Mais en tout cas, effectivement, ça pourrait être un tournant parce qu'il y a une prise de conscience qui est très forte. Oui, alors vous dites on en est loin, parce qu'effectivement, Patrick Duthardt, pendant combien de temps on va encore être dépendant des armes américaines ? Il y a un moment où il y a un principe de réalité. Ça ne va pas d'un claquement de doigts, on ne va pas avec un claquement de doigts basculer de 8 décennies de dépendance à une autonomie européenne. Tout le monde est dépendant, sauf la France, en fait. Quasiment, en fait. On a toujours été autonome. Nous avions le combat parmi les meilleurs du monde, Rafale. À l'époque, la CIA avait fait une enquête sur Dassault. Comment ça se fait que ce petit pays et cette petite entreprise arrivent à rivaliser avec nos meilleurs avions ? Oui, mais vous le disiez vous-même, en termes de munitions, clairement. Il n'y a pas moyen de tenir une guerre. Clairement, oui, mais quelque part, ce n'est pas notre posture non plus. Oui. Notre posture, c'était vraiment la dissuasion. Bien sûr, mais c'est vrai que maintenant, la défense, il faut la concevoir au niveau européen. Vous savez,
même en France, hein, on n'a pas 36 ennemis. Il faut arriver, à mon sens, hein, à arrêter de vouloir partir partout dans le monde. On a 2 menaces. On n'a pas. Un, c'est le terrorisme, et 2, c'est la Russie. On n'a pas d'autres menaces que ça. C'est pas la Chine aujourd'hui, c'est pas vrai. Ouais. C'est pas notre combat aujourd'hui. Alors la difficulté, c'est que au sein de l'UE, au sein des 27, tout le monde ne voit pas ce sommet d'un bon œil. Regardez cette déclaration du ministre des Affaires étrangères hongrois. Aujourd'hui à Paris, des dirigeants européens frustrés, pro-guerre, anti-Trump se réunissent pour empêcher un accord de paix en Ukraine. Contrairement à eux, nous soutenons les ambitions de Donald Trump. Contrairement à eux, nous soutenons des négociations entre la Russie et les États-Unis. Comment renforcer une défense commune avec la Hongrie de Viktor Orban dans nos murs, Hélène Conway-Mouret? Il y a une contradiction quand même, ou une fragilité majeure. Nous parlons beaucoup de défense, mais enfin, quand on parlait de crise existentielle, c'est aussi une crise politique, je crois. Parce que moi, ce que j'ai retenu à Munich, puisque j'y ai passé 3 jours, j'en suis rentrée hier soir, c'est la brutalité, bien sûr, de l'expression américaine, mais en même temps, ça nous secoue un peu et on en a peut-être besoin, avec certains qui nous ont dit « Ah, c'est un réveil américain ». Mais enfin, le réveil, on l'a déjà eu pendant 4 ans, pendant le premier mandat de Donald Trump, on s'est pas réveillé du tout, on s'est rendormi pendant le mandat de Biden. Oui, et puis l'isolationnisme entre guillemets américain, on peut même remonter à Barack Obama. Profondément choqué, c'est le discours du vice-président qui nous a donné des leçons à la fois d'expression. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une crise politique. Oui. Parce que là, nous avons affaire à une vision de la démocratie qui n'est absolument pas celle que nous avons et qui n'est plus partagée avec les États-Unis. Et je crois que la scission se fait à ce niveau-là et au niveau diplomatique également. D'où le problème que nous avons avec la rencontre Poutine qui est réhabilitée, il faut le savoir quand même aussi. En rencontrant le président américain. Il n'y a pas que Viktor Orban, d'une certaine façon. Et vous faisiez référence à cette partie du discours de J.D. Vance, le vice-président américain. Effectivement, leçon de démocratie. On écoute un extrait, c'est très court, de son discours. C'était lors de cette conférence de Munich, c'était samedi. En Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, la liberté d'expression est en recul, je le crains. Il faut quand même lui répondre. C'est une inversion des valeurs. Mais c'est la liberté d'expression parce que l'extrême droite ne s'exprime pas suffisamment à ses yeux, alors que l'agence de presse américaine a été bannie aux États-Unis parce qu'une journaliste a refusé de changer le nom du golfe de Mexico qui ne doit plus s'appeler la liberté d'expression, si c'est se protéger des contenus complotistes, diffamatoires qui pullulent sur les réseaux sociaux, mais ça s'appelle un fonctionnement normal d'une démocratie. Et c'est pour ça que je pense que nous avons une vraie crise politique parce que nous savons que nous avons des ingérences aujourd'hui russes et chinoises. D'ailleurs, nous avons fait beaucoup de travaux ici au Sénat. Vous avez eu suffisamment de débats ici sur ce plateau sur le sujet. Mais si en plus, demain, nous avons des interférences ou des ingérences américaines avec un Elon Musk qui sera à soutenir les partis d'extrême droite, ce qu'il fait très ouvertement, l'AfD, et maintenant nous avons le vice-président qui a quand même rencontré la leader. Il n'y a pas simplement la liberté d'expression. Il a parlé très clairement d'un parti d'extrême droite qui devrait assurer le pouvoir ou assumer le pouvoir à l'avenir. Donc je pense que nous avons tous un gros problème parce que nous sommes pris en sandwich. Nous avions déjà les Russes et les Chinois. Si les Américains s'y mettent pour des raisons qui sont différentes mais qui sont convergentes par rapport à une Union européenne qui va être très malmenée sur le plan politique et bien évidemment la défense fait partie de ce que nous devons faire pour être crédibles comme à la fois partenaires, mais montrer que nous pouvons nous défendre. Crise existentielle, combat pour des valeurs existentielles de l'Europe, François Baudonnet. C'est aussi ça ce dont on parle. Oui, je crois que c'est une guerre idéologique en fait là, qui s'est ouverte. Et effectivement, quand on voit que J.D. Vance a fait ce discours en Allemagne, qui est le pays d'Europe qui sait ce que c'est les conséquences du nazisme, de l'extrême droite. Quand on sait par exemple qu'effectivement il a été rencontré ensuite après cette conférence la leader de l'AfD, mais qu'il n'a pas rencontré Olaf Scholz, alors qu'il certes est chancelier pour une semaine encore. On voit que c'est et qu'il nous donne des leçons de démocratie, alors qu'aux États-Unis ils sont en train de licencier des dizaines de milliers de fonctionnaires américains qui ne partagent pas les opinions de Donald Trump. Effectivement, je trouve ça c'est terrible de faire ça, et en plus de faire ça en Allemagne.
Alors revenons sur ce sommet informel, Mathieu, qui se déroule à l'Élysée. Une dizaine de chefs d'État, de gouvernements, représentants d'institutions européennes. Est-ce qu'on sait dans quelles conditions cette réunion s'est montée? Oui, alors une réunion montée en urgence, annoncée par la diplomatie polonaise, parce que c'est la Pologne qui assure la présidence du Conseil de l'Union européenne, mais qui se tient à Paris à l'initiative d'Emmanuel Macron. C'est pas une grande surprise, ça fait des semaines, des mois, je veux dire, que le président de la République appelle ses partenaires à anticiper un désengagement américain pour assurer la sécurité du vieux continent. Force est de constater, on le disait, qu'il n'a pas toujours été écouté, notamment par ceux des 27 qui, pour des raisons idéologiques, que ce soit la Hongrie d'Orban, que ce soit dans une certaine mesure l'Italie de Meloni, ou que ce soit pour des raisons économiques, je pense à l'Allemagne, lorgnait encore un peu sur les États-Unis en essayant de voir comment ça pourrait se passer. Mais maintenant que ça barde, maintenant que ça urge, il fallait monter cette réunion. Et tous ces gens-là ne se réunissent pas seulement à l'Élysée parce qu'il y avait une salle disponible. Oui, effectivement, le choix de tenir cette réunion à Paris, c'est également symbolique. Oui, parce que quand l'Europe est en crise, ou à la veille d'une crise, il revient naturellement au couple franco-allemand de reprendre l'initiative. Or, comme l'Allemagne, François Baudonnet le disait, a les élections le week-end prochain, et qu'Olaf Scholz n'est plus qu'un chancelier du passé, c'est à Paris que ça se passe. Par ailleurs, il faut reconnaître qu'Emmanuel Macron, quoi qu'on en pense, quoi qu'on pense par ailleurs, j'allais dire, de son affaiblissement sur la scène nationale ou internationale, a une légitimité politique pour parler du sujet, parce que depuis sa première élection en 2017, il n'a cessé à longueur de discours d'évoquer les questions de souveraineté européenne, quitte à rompre avec certains dogmes. On l'a vu sur un tout autre sujet, avec l'adoption du plan de relance européen, vous vous souvenez, pour faire face au choc économique de la pandémie de Covid en 2020. Oui, mais alors le moins compliqué, c'est que sur ces questions de défense, il n'a pas toujours été suivi. Non, c'est vrai, notamment lorsqu'il s'était targué de relancer une forme d'ambiguïté stratégique vis-à-vis de la Russie de Vladimir Poutine, en évoquant cet éventuel, vous vous souvenez, envoi de troupes sur le sol ukrainien. Le chef de l'État avait pris de court, là aussi il faut le reconnaître, ses voisins européens, qu'il avait d'abord lâché en race campagne, avant de mettre ensuite pour certains de l'eau dans leur vin. Et le fait de voir aujourd'hui Keir Starmer, le Premier ministre britannique, mais aussi le gouvernement suédois envisager publiquement l'option d'un envoi de troupes au sol, alors pour garantir la paix. Mais globalement, ça donne à Emmanuel Macron, a posteriori, quelques arguments. Et reste à savoir, c'est la question qu'on se posait, si l'Union européenne, qui ne se réforme jamais aussi bien que sous la contrainte extérieure, sera capable de prendre des mesures aussi rapides que fortes pour se faire entendre. Et là, pour le coup, on attend la fumée blanche, grise ou noire. Oui. Hélène Conway-Mouret, est-ce que vous donnez effectivement quitus à Emmanuel Macron d'une cohérence et peut-être d'avoir été l'un des seuls au niveau européen à porter année après année ces idées d'une défense commune, d'un renforcement d'une défense commune? Oui, enfin, il ne faut pas oublier le discours de la Sorbonne de 2017, où il avait déjà, je crois, très clairement articulé une vision justement pour la défense du continent. Et je crois que dans tous ses discours, il était plutôt courageux. Alors parfois pris de court nos partenaires européens en voulant être le premier ou le seul à annoncer quelque chose, alors qu'au niveau européen, il est quand même mieux d'en parler avant et ensuite de faire l'annonce. Mais bon, ça fait partie aussi du personnage et de la façon dont il s'exprime et qu'il communique. Mais en même temps, et je crois qu'il a été assez cohérent pendant toutes ces années, et surtout crédible sur le plan européen, puisqu'il a incarné ce qu'on attend de la France, c'est-à-dire en effet une vision, et puis surtout, moi j'ai été beaucoup questionnée pendant ces 3 derniers jours sur ce que la France peut apporter comme socle finalement sur lequel une défense européenne crédible pourrait être construite, parce que nous avons les armées complètes, nous avons parce que j'ai parlé anglais pendant 3 jours, alors je fais de la traduction. La dissuasion nucléaire, j'étais dans la déterrence, mais c'est la dissuasion, c'est très bien. La dissuasion nucléaire, et donc de se dire, est-ce que vous seriez, vous, Français, en capacité de nous protéger si les Américains se retirent? Est-ce que vous, les Français, vous êtes en capacité de... Ce que nous faisons en Roumanie, par exemple, aujourd'hui, avec notre bataillon, ce que nous faisons en Estonie, en Lituanie, avec la police du ciel, enfin, nous avons... Mais le fait d'être sorti d'Afrique fait aussi que nous pouvons nous reconcentrer sur l'Europe, et je pense que quelque part, c'est une bonne chose sur le plan... stratégique, on va dire. Alors justement, cette question nucléaire, Patrick Viota, dans la doctrine, il y a cette idée d'intérêts vitaux à défendre. Pour l'instant, c'est le territoire français.
est-ce qu'il faut changer de doctrine ? C'est-à-dire intégrer le territoire européen, qui sait, pourquoi pas l'Ukraine, à cette doctrine nucléaire ? L'Ukraine, je ne sais pas, l'Europe, pourquoi pas. Enfin, moi, je pense qu'il ne faut rien s'interdire, en fait. Aujourd'hui, on a un monde tellement bouleversé qu'on a des moyens, il faut être pragmatique. Par contre, il faut prendre le meilleur de chacun. Et dans le meilleur de chacun, il y a dissuasion nucléaire française. Il y a parce qu'on est tout seul maintenant, depuis que les Anglais absolument. sont plus membres. Même si les Anglais, il faut pas, ils sont quand même extrêmement utiles. Et c'est très bien des déclarations de Keir Starmer de montrer qu'ils se sentent concernés complètement par la défense européenne. Et en plus, avec l'armement nucléaire également, dont ils disposent, même s'il n'en parlera pas ouvertement, parce que vous savez qu'il y a une double clé américaine pour la dissuasion nucléaire. C'est la grande différence entre la dissuasion nucléaire britannique et française. Nous, il n'y a pas de double clé américaine. Exactement. Et donc, non, je pense que c'est... en même temps, c'est une opportunité pour l'Europe. Je crois qu'il faut s'engouffrer là-dedans et il faut en sortir le meilleur. Il y a un vrai problème, c'est qu'il faut que nos industriels arrivent à s'entendre. C'est pas évident pour la construction parce qu'il y a une histoire aussi au-delà et chacun a ses intérêts économiques que l'on peut bien comprendre. Par contre, qu'on achète européen, oui. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on passe en ce qu'on appelle l'économie de guerre ? On en parlait il y a 1 an et demi. Il faut une économie de guerre, tout le monde disait ça, fabriquer des munitions... On ne l'a pas fait. Non, mais est-ce qu'on ferait un emprunt de 500 milliards, effectivement, uniquement pour acheter européen ? Exactement. C'est la question que j'allais poser, parce que ça fait partie des hypothèses, François Bonhomme, évoquées par Ursula von der Leyen. Oui, mais on n'y est pas. Enfin, je veux dire, et effectivement, c'est très juste. On n'est pas en économie de guerre et on voit que la Russie, par exemple, a énormément augmenté ses dépenses militaires. Et la Russie, je le regardais avant de venir à cette émission, en fait, ses dépenses militaires en 2024 sont supérieures aux dépenses militaires additionnées des 27 États membres. Donc, effectivement, alors on progresse. On a progressé par rapport aux années précédentes, on fait plus, mais c'est pas suffisant. Et puis surtout, on a en fait une défense européenne qui est complètement morcelée. En gros, ce qui se passe, c'est que chaque industrie de défense en fait prend ses commandes de son État, de son gouvernement, c'est tout. Et c'est très compliqué. La Commission européenne, avec Thierry Breton, on s'en souvient, il avait fait, vous vous souvenez, un tour d'Europe. Il avait été voir chaque pays comme ça en disant bon, qu'est-ce que vous faites, combien d'obus vous pouvez faire, etc. Et il s'était heurté une grande défiance parce que la défense, ça reste un domaine régalien. Et en fait, on lui disait mais en gros, vous n'avez même pas à savoir ce qu'on fait parce que c'est confidentiel et on ne le dira pas à la Commission européenne. Hélène, oui, mais enfin, la Russie est en guerre, donc économie de guerre, c'est tout à fait normal. La France, nous avons dit, et tous les partenaires européens, que nous n'étions pas en guerre, mais que nous soutenions l'Ukraine. Donc, comment mais là, si le robinet d'armes américain se ferme définitivement, c'est-à-dire la solution, c'est quoi ? C'est effectivement pardon d'aller au bout de ma question, mais un emprunt d'urgence et massif. Oui, au niveau européen, mais au niveau national, il est très difficile d'expliquer à une population dans un pays en paix que l'on va complètement utiliser l'ensemble des crédits à disposition pour les mettre dans le domaine de la défense. Et que nous voyons déjà que nous avons un problème avec nos hôpitaux, nos écoles et ainsi de suite, et que là, c'est un effort national qui est quand même très conséquent à faire et que nous assumons depuis quelques années en France. Mais je crois qu'il y a... Ce serait passer le budget de la défense de 2 à 4% au niveau français. Déjà, nous arrivons avec difficulté à 2%. Oui. Avec une augmentation de 3,3 milliards cette année. Mais enfin, regardez les coupes qui ont été faites dans tous les autres ministères. C'est dramatique dans un grand nombre de domaines. Donc je pense que pour faire ce genre de choses, il faut l'assentiment de l'opinion publique. En Russie, on ne leur demande pas leur accord ou leur opinion. Donc dans un pays autocratique, c'est un peu plus facile quand même d'avoir cette économie que je crois que nous avons encore quelques difficultés à mettre en place. Alors cette réunion d'urgence à l'Élysée, elle s'explique aussi, entre autres, par les propos du général Keith Kellogg, envoyé spécial du président Trump en Ukraine. Et il explique que les États-Unis n'ont pas l'intention d'inviter l'Europe à siéger à la table d'éventuelles négociations sur la fin de la guerre. Voilà un extrait de ces déclarations publiées par nos confrères du Monde. Et d'ailleurs, ça commence, général Duttard, dès demain en Arabie Saoudite, puisqu'il y a une rencontre entre des émissaires russes et américains à Riyad. Oui, mais à mon sens, c'est pas choquant. Ça, c'est pas choquant. Enfin, moi, personnellement, ça ne me choque pas. Même s'il y a beaucoup qui sont choqués. Parce que d'abord, je serai à la place de l'administration américaine. Je viens d'arriver. La principale menace aujourd'hui, c'est la Russie. C'est elle qui a 6000 têtes nucléaires. Moi, j'en ai 5000. Bon, il faut qu'on se voit sur le plan géostratégique.
plus large même peut-être que l'Ukraine. Donc il y a une rencontre en Arabie Saoudite, personnellement ça ne me choque pas, et tant mieux qu'ils se voient, qu'ils discutent. C'est choquant s'il s'agit de ne parler que de l'Ukraine et de décider du sort de l'Ukraine. Évidemment. Cette phrase qu'on a entendue Volodymyr Zelensky tout à l'heure, quand même, négocier sur l'Ukraine sans l'Ukraine, enfin, il est obligé de rappeler, enfin c'est tellement absurde de prononcer cette phrase, il est obligé de la rappeler. Mais c'est évident, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, je pense, c'est de voir ce qui est admissible, possible ou pas possible des deux côtés, mais rien ne se fera sans l'Ukraine, elle est en première ligne, et rien ne se fera non plus sans l'Europe, il faut une force de maintien de la paix, où c'est que vous allez la chercher. Oui, ça c'est l'après, si un accord de paix est signé, on va y revenir, mais sur les négociations... Moi je pense que l'Ukraine n'a pas la main, si les États-Unis décident d'arrêter leur aide à l'Ukraine, c'est terminé. L'Ukraine est sur off, c'est fini, puisque les Européens, on n'est pas capable de, tout de suite, immédiatement, de compenser l'aide militaire américaine. Alors même si depuis 3 ans, les Européens ont fourni plus que les Américains, ça se sait pas assez oui, c'est vrai, au bilan. Mais c'est vrai que si du jour au lendemain, les Américains coupaient le robinet des armes, ce serait un véritable problème. Mais d'abord, est-ce que politiquement, ils peuvent faire ça? C'est sûr qu'ils ont beaucoup plus de prise sur l'Ukraine qu'ils n'en ont sur la Russie. Mais c'est le deal. De toute manière, après, un cessez-le-feu, c'est une chose. Un plan de paix, c'en est une autre. Et là, je ne veux pas écrire un plan de paix sans les Ukrainiens et sans les Européens. Je ne veux pas l'imaginer une seconde. Mais quand même, renouer avec Vladimir Poutine de la part de Donald Trump, bon, là encore, effectivement, ce n'est pas tellement une surprise, puisque c'était évoqué par le candidat à la présidentielle. Est-ce que vous faites le parallèle entre ce Munich 2025 et Munich 38 ? Hélène Conway-Mouret, c'est-à-dire l'apaisement face à Poutine et l'aveuglement face à Hitler. Il y a des dessins qui sont sortis dans la presse allemande, après le choc du vendredi, le samedi, justement, genre dessin plantu, vous voyez, qui est exactement comme cela, Munich 38, Munich 2025. Et on avait vraiment, c'était collectif, le sentiment qu'en effet nous basculions vers quelque chose de nouveau, avec là aussi un changement qui est la communication des chefs d'État vers leur population. Et donc nous avons un vice-président qui s'est adressé à Paris d'ailleurs au sommet de l'intelligence artificielle comme à Munich, aux Américains. Il parlait aux Américains. Et puis en nous donnant une leçon, mais son discours était fait pour le public, pour les supporters américains. Et ça, c'est un gros changement aussi qu'il faut prendre en compte. Parce que Donald Trump a dit qu'il était pressé. Et donc, les Russes ont intégré tout cela en sachant qu'il y a un président en face d'eux qui veut régler vite. Donc, ils peuvent aussi peut-être gagner avec un Lavrov qui est un homme absolument redoutable sur le plan diplomatique. Je ne sais pas ce que la nouvelle équipe américaine vaut, mais je crois qu'on va le savoir assez rapidement. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en Arabie Saoudite, je pense, est un premier test pour nous aussi, pour voir comment, sur le plan diplomatique, nous pourrons avancer ou pas. Alors aujourd'hui, c'est juste la rencontre Marc Rubio avec les Saoudiens. Oui. Il faut savoir qu'ils ont un partenariat extrêmement fort. Et Lavrov arrive dans quelques heures. Et ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est rencontre des émissaires, sans doute pour préparer un éventuel sommet Poutine-Trump. Avec une question quand même, alors peut-être qu'il fallait, j'entends vos arguments, un jour ou l'autre, renouer avec Poutine pour essayer de négocier ou de discuter d'une paix en Ukraine, mais ça pose quand même une question autour du droit international bafoué par le président russe depuis des années. On écoute sur ce thème la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Une Ukraine défaillante affaiblirait l'Europe, mais cela affaiblirait aussi les États-Unis. Cela intensifierait les défis en Indo-Pacifique et menacerait nos intérêts communs. Les autoritaires de ce monde observent attentivement s'il y a une impunité lorsque vous envahissez votre voisin et violez les frontières internationales.
François Bonnonnet, est-ce que vous parlez d'une sorte de bras d'honneur au droit international? Oui, complètement. De la part de Donald Trump. Oui, et puis il y a un moment, alors j'aime pas ce terme parce que c'est galvaudé, mais on est vraiment dans un moment totalement historique. En fait, les États-Unis ont dit qu'ils voulaient se rapprocher de la Russie. La Russie, on l'a dit, hein, c'est ce pays qui a envahi l'Ukraine et qui a commencé à l'envahir il y a 3 ans. La Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine pour crime de guerre. Et on va avoir peut-être dans quelques jours, sur la même photo, le président américain et le président russe. Je crois qu'il faut voir ce que ça fait. Ça veut dire qu'en fait, les Occidentaux, en fait, on disait souvent les Occidentaux, c'était les Américains et les Européens. Il n'y a plus les Occidentaux. En fait, les Européens se retrouvent seuls. Et je pense que c'est un changement absolument majeur. Oui, c'est pas juste de la réelle politique. Non. C'est la fin du monde occidental. Hein. Mathieu, je rejoins tout à fait François, c'est la fin de ce qu'on appelait le monde occidental, où bon an, mal an, chacun était mu par ses intérêts nationaux, mais où on avait en commun la même conception, bon an, mal an, de la démocratie, la même conception du commerce, du libre-échange, la même conception du respect, à quelques pylônes près quand même, du droit international. Et aujourd'hui, vous voyez que tout pète. C'est-à-dire que les règles de commerce international, elles sont revues par Donald Trump. Les règles de la démocratie, l'espèce de consensus sur lequel tout le monde s'était mis d'accord, avec des élections contestées aux États-Unis, la prise d'assaut du Capitole, l'ingérence, les fake news, enfin tout ça. Et puis... Rajoute la CPI... l'ONU. Exactement. Et sur le plan international, l'isolationnisme et le multilatéralisme qui s'effondrent. On n'a pas d'autre solution. Tiens, je vais poser la même question à la politique et aux militaires. Les États-Unis sont-ils encore nos alliés? Hélène Conway-Mouret. Il faudrait l'espérer, oui. Et je crois que ça dépendra un petit peu de nous, si nous rentrons dans la façon de négocier de Donald Trump, de montrer que nous sommes forts, parce que s'il respecte Vladimir Poutine et Xi Jinping, c'est parce qu'il voit en eux des hommes forts qui sont son équivalent. Et je crois qu'il voit peut-être que le monde peut être divisé en 3, et que chacun a sa part, et que donc, de fait, nous n'existons pas. Voilà. Mais je crois que nous devons prouver, et sur le plan financier, bon sang, nous avons 450 millions de citoyens européens. Nous avons le seul endroit dans le monde solvable aujourd'hui. Enfin, la dette américaine est achetée par les Chinois. Donc les Américains produisent grâce à l'argent chinois pour que les Européens achètent. Alors, nous sommes vraiment les dindons de la farce dans cette histoire. Et pourtant, c'est nous qui avons une puissance financière incroyable. Donc, en effet, mettons 500 milliards et montrons à Donald Trump que nous sommes, en effet, en capacité, oui, de défendre le continent, de peut-être commencer à nous passer d'eux, et donc de ne plus avoir à acheter des F-35. Il faut savoir quand même que ce sont des avions qui ne décollent qu'avec l'assentiment des Américains. Nous avons des Rafales que nous pouvons faire décoller comme nous voulons, quand nous voulons. Donc, c'est vrai que cette autonomie stratégique était un vilain mot pendant longtemps, commence à résonner dans l'esprit de certains de nos partenaires. Montrons la puissance européenne. Je vous pose la même question. Alors, les États-Unis, il n'y a pas que Donald Trump aux États-Unis, évidemment, mais est-ce que vous considérez que c'est encore un allié? Non, mais moi, je n'oublierai jamais, si vous voulez, qu'ils soient venus en 17 et qu'ils soient venus pendant la guerre 39-45, avec tout ce qu'ils ont fait, les GI qui sont morts pour la France. Donc, ce sont nos amis. Et d'ailleurs, la France n'a jamais été ennemie avec les États-Unis dans l'histoire, n'a jamais combattu les Américains. Donc, il est hors de question du contraire. Et la bonne nouvelle, quand même, c'est malgré l'attitude de Donald Trump malgré, pour l'instant, l'attitude de Donald Trump, regardez ce qui a été annoncé, enfin, je passe votre contrôle, mais pendant les 3 jours, jamais l'OTAN n'a été remis en cause. Ce qui est remis en cause, c'est notre participation financière, notre pourcentage du produit intérieur brut. Mais pour l'instant, les Américains n'ont pas dit, nous, l'OTAN, on verra sa géométrie variable. Ils n'ont pas vraiment dit ça, quand même. Par contre, ce qui a été remis en cause, et les réponses n'ont été absolument pas claires du tout, c'est sur la garantie de sécurité américaine. Absolument. Et l'article 5. Ils nous ont dit, en fait, il y a 2 congressmen qui ont été très clairs pendant une table ronde, c'est de dire ça dépend du patron, le boss. Oui. Voilà, c'est lui qui va... Ça veut dire qu'il n'y a plus d'automaticité de l'article 5. Mais il n'y a aucun dirigeant américain, enfin, de l'administration Trump,
je ne parle pas des congressmen, qui a remis en cause l'OTAN, si vous voulez. Ah non, pas l'OTAN. Mais l'OTAN, de fait, si l'article 5 n'a plus de crédibilité, on fait quoi de l'OTAN? C'est vrai, mais il n'y a aucun, en tout cas, que ce soit Marc Rubio, que ce soit Esbert, que ce soit le président Trump, n'a remis en cause l'article 5 à ce stade. Bon. Que les congressmen l'évoquent, oui. Allez, je voudrais qu'il nous reste une dizaine de minutes. On va s'intéresser au levier que l'Ukraine peut encore activer pour se défendre. Heureusement, il y en a encore. On va ouvrir ce chapitre en vous racontant une histoire, celle de la visite d'une délégation de parlementaires ukrainiens. C'est les hasards du calendrier au Sénat aujourd'hui, avec Steve Jourdain qui nous rejoint tout de suite sur le plateau de Sens Public. Alors, hasard du calendrier. Bonsoir Steve. Bonsoir. Oui ou non, puisqu'on est évidemment à quelques jours du 3e anniversaire, si j'ose dire, de l'invasion russe. Un déplacement organisé à l'invitation de la présidente du groupe d'amitié France-Ukraine, Nadia Sologou. Les élus sont arrivés dimanche à Paris. Ils repartent jeudi pour l'Ukraine. Un voyage express pour raconter, Thomas, ce qu'il se passe sur le terrain depuis 3 ans. Écoutez. Partager toute notre expérience est un peu douloureux depuis ces 3 années, mais l'expérience qu'on a acquise au front, et aussi penser à de nouvelles idées de coopération. C'est une visite, Thomas, qui intervient bien évidemment dans un contexte très spécial, quelques jours après les déclarations de Donald Trump et le réchauffement spectaculaire avec la Russie de Vladimir Poutine. On leur a évidemment demandé ce qu'ils pensaient des projets du président américain. Écoutez. Il ne peut pas avoir de paix ou de négociation sur la paix sans l'Ukraine. Et avec une autre question, est-ce que nous, Français, on en fait suffisamment pour les Ukrainiens depuis 3 ans ? C'est évidemment la question qu'on a posée aux élus. On est dans un cadre très balisé. Tous les mots sont extrêmement pesés de la part des élus. On fait de la diplomatie. On est là pour entretenir les relations entre la France et l'Ukraine. Forcément, quand on leur demande si Emmanuel Macron est à la hauteur des enjeux, difficile pour eux de répondre non. En revanche, les déclarations du Premier ministre britannique ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Faut-il ou non que les Européens mettent des troupes au sol en Ukraine? Écoutez la réponse. Parce qu'on a vraiment beaucoup d'expérience à échanger. Il faut avoir des gens sur terre qui aussi vraiment montent la morale de nos troupes extrêmement. Parce que c'est vraiment très important pour mes soldats au front de savoir que l'Europe et le monde est avec nous. Le voyage des parlementaires, Thomas, s'est ensuite poursuivi au pas de charge, direction le Quai d'Orsay. Depuis les déclarations de Donald Trump, ce sont toutes les chancelleries qui travaillent à plein régime. Merci beaucoup, Steve Jourdain, pour toutes ces informations. On va revenir sur la question d'un envoi de troupes européennes en Ukraine après un éventuel accord de paix. Mais je voudrais, François Bonnenet, revenir sur cette scène qui a quand même été aussi l'une des scènes marquantes de ces derniers jours. Volodymyr Zelensky qui refuse de brader ses métaux rares face aux émissaires américains. C'est l'une des cartes maîtresses dans son jeu. Est-ce qu'il a encore beaucoup d'autres atouts, d'après vous ? Non, et c'est vrai que là, en fait, les États-Unis lui disaient, voilà, en fait, il nous faut 500 milliards de vos terres rares. Et ça, on considère qu'on a beaucoup dépensé en vous aidant depuis 3 ans, et maintenant, ça va être une façon en fait de se rembourser un petit peu sur la bête. Et Volodymyr Zelensky, il a quand même reçu l'émissaire du président américain, et puis il a regardé le contrat. Et il s'est dit non mais ça va pas du tout parce qu'en fait c'est pas ce que je souhaite, c'est-à-dire que c'est une sorte de remboursement de quelque chose du passé, mais en aucun cas ça nous donne des garanties de sécurité. Et donc il a refusé. Donc il a fait preuve d'une fermeté qui est parce que c'est vrai qu'il a sinon quand même très peu de moyens, de leviers. Alors il dit en permanence il faut que les Européens soient à la table des négociations. Donc ça, évidemment, ça nous aide. Mais encore une fois, quand vous avez 2 hommes qui veulent se parler directement, et on le sait, ça fait des mois qu'on sait que c'est le cas des 2 côtés, c'est très compliqué qu'il y ait un 3e larron, entre guillemets, qui arrive à la table. Et en plus, la question se poserait, Thomas, de savoir qui ce serait la 3e personne. Est-ce que ce serait la présidente de la Commission européenne ? Sûrement pas, en fait, c'est pas dans ses attributions. Est-ce que ça serait le président du Conseil ? Sûrement pas non plus. La haute représentante, Kaja Kallas, le chancelier allemand.
Le président français, on ne sait pas qui ce serait. Alors justement, sur la question des troupes au sol, à l'instant, cette déclaration du chancelier allemand, encore chancelier pour quelques jours, Olaf Scholz, qui juge hautement inapproprié de débattre maintenant de l'envoi de troupes en Ukraine. On peut aussi, sur ce même thème, écouter la réaction du Premier ministre polonais. C'était juste avant son envol pour cette réunion qui se tient à l'Élysée. Écoutons Donald Tusk. La Pologne soutiendra l'Ukraine comme elle l'a fait jusqu'à présent sur le plan organisationnel, financier, en fonction de nos moyens, avec des efforts humanitaires et une aide militaire. Nous ne prévoyons pas d'envoyer des troupes polonaises sur le territoire ukrainien. On voit que les sons de cloche sont assez différents sur cette question, Patrick Duthardt. On parle de combien d'hommes? Alors là, on se projette, on est vraiment, c'est hypothétique, on se projette dans une force qui serait là pour garantir les conditions d'un éventuel cessez-le-feu. Ça va vraiment dépendre des conditions, effectivement, de cette paix, de cessez-le-feu. En aucun cas, il faut des casques bleus de l'ONU, force d'interposition, on l'a vu ailleurs, ça ne fonctionne pas. Non, c'est vraiment des forces de maintien de la paix. Moi, un peu dans le même esprit que ce qu'on avait fait pour l'ex-Yougoslavie, qui, à mon sens, était un exemple. Après les accords de Dayton, ça avait été quelque chose quelque part de formidable, parce que ça a marché, en fait. Et c'était un vrai succès sur le plan militaire et sur le plan politique, parce qu'on a réussi à maintenir la paix dans ce qu'on appelait, nous, à l'époque, dans les écoles de guerre ou au Sénat, la poudrière des Balkans. On avait peur de ça et ça a fonctionné. Donc c'est plutôt dans cet esprit-là, avec bien sûr ce qu'on appelle des règles d'engagement qui sont réciprocité, s'il y avait le moins de problèmes. Et puis il n'y a pas que des troupes au sol, mais il pourrait y avoir les troupes en vol aussi. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer une no-fly zone, cette fameuse no-fly zone que réclamait le président Zelensky. Et nous, notamment les Français, mais les Européens en général, on est assez forts là-dedans, on sait faire. Donc on pourrait faire quelque chose comme ça. Oui, Hélène Conway-Mouret, votre avis là-dessus? La France, l'Europe, on peut assumer à nous tout seuls une force de paix? Parce que c'est ce que les Américains nous demandent de faire, d'une certaine façon. Oui, je crois que nous n'aurons pas le choix, mais je suis d'accord avec cette protection aérienne qui est absolument importante, essentielle. Moi, j'aurais juste une retenue par rapport aux soldats sur le terrain. Oui. Il faut savoir qui, aujourd'hui, a des réserves. Ce sont les Polonais, ce sont ceux qui connaissent les Russes. Et je crois qu'il y a un manque de confiance totale quant au respect d'un cessez-le-feu par la Russie. Et donc, la possibilité que des soldats polonais, français ou anglais, de fait, soient tués, et après, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il s'il y a eu un non-respect? Est-ce que c'est une escalade? Et s'il y a une escalade, est-ce que nous sommes en capacité, à ce moment-là, de rentrer en guerre? Parce que, en fait, c'est ce que cela signifie. Et je comprends les réticences de ceux qui, malheureusement, pour des raisons historiques, connaissent très bien les Russes. Il n'y en a pas vraiment. Oui, mais enfin, forces d'interposition peuvent être aussi neutres, plus neutres qu'un Polonais, un Lituanien. Ce qui est intéressant, c'est que les Polonais soient réticents. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Voilà. C'est vraiment intéressant parce qu'ils sont extrêmement... D'abord, ils veulent avoir la plus grande armée d'Europe, en tout cas la plus grande armée de terre. Ils sont très remontés, évidemment, contre les Russes. Ils ont très peur et ils sont vraiment très motivés. Donc, le fait qu'eux disent non, il ne faut pas y aller, ou en tout cas, c'est trop tôt, c'est intéressant. Et puis, ça montre bien que même le jour où il y a un sommet, on n'appelle pas ça un sommet, c'est une réunion informelle, mais où l'Europe doit montrer justement une unité, on voit bien qu'il y a deux camps. Il y a ceux d'un côté qui disent oui, on peut envoyer des troupes sur le terrain pour un maintien de la paix, et puis il y a les autres, qu'on vient d'entendre en particulier, qui disent non, surtout pas. Et donc ça, en termes d'image d'unité, on aurait pu imaginer mieux. Quelle sorte de paix et à quelles conditions? Et je crois qu'après, peut-être qu'il peut y avoir unité. Mais pour l'instant, moi, ce que j'ai noté, en tout cas, c'est un manque de confiance total. Peut-être parce qu'ils les connaissent trop bien. Et on verra si, comme c'est arrivé parfois dans l'histoire, vous le rappeliez tout à l'heure, Mathieu, l'Europe va avoir cette capacité à se révéler pendant une crise majeure. Merci à tous d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Public Sénat.